je ne suis qu'économiste, donc aujourd'hui, j'écoute et je restitue un peu ce que j'ai cru comprendre. J'ai l'impression que ce colloque pose une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Peut-on vivre sans limite? Qu'est-ce que ça veut dire? En fin de compte, la première, ce que j'entends, c'est d'abord une question ironique et angoissée. Peut-on techniquement, peut-on moralement, peut-on éthiquement, et peut-on en respectant sa nature humaine vivre sans limite? Est-ce qu'on ne se dénature pas? Finalement, est-ce que éthique rime avec mesure? Et si on fait sauter les limites, eh bien, on est en dehors de l'éthique. Et Pascal Bruckner, hier, je crois, a parlé du risque de devenir des zombies si jamais on envisageait de vivre trop longtemps ou même de devenir immortel. Donc on serait totalement dénaturé. Et aujourd'hui, Cécile Lafontaine a évoqué le risque, la menace portée par peut-être l'excès de marchandisation du corps, le fait que l'homme risquait de se détruire, de se décomposer. Ça serait la fin de la notion d'individu, de ce caractère inaliénable et puis fermé de l'individu. Je crois qu'hier, Flore Vasseur a parlé un peu... a évoqué le même thème sur la marchandisation et le fait de faire sauter la limite posée à la sphère marchande dans la vie humaine. Aujourd'hui, Pierre a parlé de la disparition de l'État avec la globalisation, la notion d'État, en tout cas d'État-nation. Il y a peut-être d'autres types d'États qui apparaissent. Et puis sur le narcissisme, le fait que les limites du narcissisme ayant sauté, maintenant il restait plus que l'individu comme valeur et le lien social ou l'autorité politique risquait de se détruire. Donc qu'est-ce qu'on entend finalement? Plutôt la crainte, pas forcément de ce qui pourrait advenir une fois qu'on aurait dépassé la limite, mais plutôt de ce qui se passe une fois qu'on n'a plus de limite, comme si la limite nous protégeait comme les limites d'un berceau ou les murs d'enceinte d'une ville, quelque chose de rassurant, le fait d'avoir quelque chose qui borne notre horizon, notre vie, c'est très rassurant. Et en fin de compte, ce qui fait peur, c'est pas tellement ce qu'il y a derrière, c'est de ne plus avoir ces limites. Et peut-être que... Mais en même temps, d'autres contributions ont montré que transgresser ces limites, les supprimer, les pulvériser, certains ont dit les pulvériser, c'était un peu le propre de la nature humaine. Peut-être que c'est Philippe Jamet qui l'a mieux expliqué, cette tension entre la recherche de l'évitement de la désorganisation et puis la recherche de la confiance. Il parle de la recherche constante des limites entre l'élan créateur et le repli protecteur. Donc peut-être que c'est ça, finalement, cette espèce de pulsion irrésistible d'aller au-delà de la limite. Alors est-ce que... je trouve qu'aujourd'hui, ce matin, on a assisté à la démonstration visuelle assez rassurante par Jean-François Toussaint, du fait que de toute façon, il y aurait toujours une limite. C'est pas parce qu'on déplace une limite qu'il n'y en a pas une autre qui apparaît, il y en a tout de suite une autre qui apparaît. Il a montré, avec ses courbes magnifiques, comment, quand la limite de la maladie infectieuse sur l'espérance de vie est supprimée, tout à coup, il y a une autre limite qui arrive et qui est celle des dysfonctionnements, des maladies dégénératives. Et en fait, dans tous les domaines qu'il a évoqués, on voit bien que, en fin de compte, on est toujours dans une espèce de... Vous avez prononcé le mot enveloppe. C'est-à-dire que l'espérance de vie, la vitesse avec laquelle on peut courir, enfin toutes sortes de choses, même le PIB, sont à un moment du temps contenus dans un ensemble des possibles qui constituent une enveloppe protectrice, donc justement qu'on avait peur de perdre peut-être. Donc finalement, peut-être que finalement c'est assez rassurant et que du coup la réponse peut-on vivre sans limite, on ne peut pas vraiment répondre à cette question-là, mais doit-on et peut-on faire sauter les limites existantes? Finalement, pourquoi pas, puisque la seule question, c'est quelles seront les limites qui les remplaceront et est-ce qu'on gagne au change? Finalement, c'est plutôt ça la question, c'est est-ce qu'on gagne au change entre les anciennes limites et les nouvelles? Bon, moi, dans mon domaine, je travaille sur l'économie du bien-être subjectif du bonheur. Et on sait que dans ce domaine, la France a une attitude un peu spéciale, que les Français se déclarent un peu moins heureux que d'autres pays européens vivant dans des conditions similaires, et surtout qu'il y a, du point de vue du rapport au temps, à l'avenir, il y a un pessimisme assez fort qui vient certainement justement d'une espèce de crainte de cet avenir incertain et de l'attachement à un passé très certain. Et Philippe Jamet a dit le refus, le pessimisme, ce qui est bien, c'est que c'est certain, on sait. Quand on refuse, on sait ce qu'on refuse. Quand on accepte, on ne sait pas ce qu'on accepte. Et puis, quand on va vers quelque chose, on est limité dans ses désirs, mais quand on commence à aller du côté de la destruction, là, c'est illimité. Et peut-être que ce pessimisme français, justement, pêche par cette insuffisance, appétence pour le fait de repousser les limites et s'engager dans ce monde nouveau qui, certes, est plein de périls, mais qu'il faut affronter plutôt que d'essayer désespérément de se raccrocher à ce qu'on connaissait, mais qui, en fait, change nécessairement et qui, donc, tout simplement, n'est plus disponible.
Voilà, parce que cette économie du bonheur, alors évidemment ici ça doit paraître extrêmement naïf, ces deux mots, économie et bonheur, je pense que c'est une oxymore pour la plupart d'entre vous, mais ça l'est évidemment a priori, mais bon, montre quand même que le projet et le fait d'envisager justement le changement et le fait de déplacer les limites est une source de bonheur ressenti et déclaré, en tout cas beaucoup plus grande que le repli sur l'existant.